Monsieur le Président de l'Ordre des avocats au Conseil, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général, Mesdames et Messieurs, en vos diverses qualités. La justice a toujours été confrontée à de multiples défis. Celui de son indépendance, celui de son efficacité et de sa qualité, celui de ses ressources ou de ses moyens, celui des technologies de l'information. Certains ont été surmontés depuis longtemps, d'autres demeurent, parfois sous d'autres formes. De nouveaux défis inédits et passionnants se présentent à nous et annoncent peut-être le bouleversement de l'accès au juge ou de son office, comme des méthodes de travail des magistrats, des greffiers et des auxiliaires de justice. Après l'essor d'Internet et de la dématérialisation, l'open data des décisions de justice, couplé au développement des algorithmes et de l'intelligence artificielle, soumettent en effet le juge aux défis nouveaux de la justice prédictive, qui doit donc s'inscrire au cœur de notre réflexion prospective, de notre vigilance et de nos projets. La justice prédictive est porteuse de transformations majeures mais ambivalentes. Elle promet certes des évolutions bénéfiques pour la qualité et l'efficacité de la justice. Les algorithmes prédictifs fondés sur l'ouverture progressive mais massive des bases de jurisprudence ouvertes à tous et gratuitement, l'open data vise à accroître le règlement rapide et notamment préjuridictionnel des litiges et aussi donc la sécurité juridique en améliorant la prévisibilité des décisions de justice. Donc un règlement juridictionnel plus rapide, un règlement préjuridictionnel possible et également plus immédiat. Les juges connaîtront mieux les pratiques juridictionnelles de leurs collègues et les parties pourront déterminer plus précisément les chances de succès d'une procédure juridictionnelle ainsi que les moyens les plus pertinents à soulever. En retour, le couple open data algorithme favoriserait l'accès au droit et l'égalité devant la justice, ainsi que la stabilisation, l'harmonisation et la convergence de la jurisprudence. Il est certes des méthodes plus classiques et tout aussi efficaces pour parvenir à cette fin, mais l'unité et la cohérence de la jurisprudence peuvent, c'est vrai, gagner au développement technologique prévisible à court terme. Le recours à des algorithmes pour le traitement des dossiers les plus répétitifs et les plus simples, ceux, par exemple, qui ne nécessitent que l'application d'un barème ou d'une trame prédéterminée, encouragerait aussi le règlement de nombreux litiges en amont du recours au juge, par le développement des modes alternatifs de règlement, notamment la médiation ou la conciliation. En réduisant le temps passé aux recherches fines, fondées sur des éléments de fait et de droit comparables. L'utilisation des algorithmes permettrait également aux juges de se décharger des tâches les plus simples et chronophages au profit de l'examen des questions nouvelles ou complexes. Il en résulterait, selon les cas, un évitement du recours à la justice lorsque le résultat est certain ou une simplification de ces tâches. La justice prédictive favoriserait ainsi le recentrage des juges sur les dossiers pour lesquels leur expertise présente une plus grande valeur ajoutée. Il découlerait de ces évolutions une plus grande confiance dans la justice, les jugements pouvant être purgés de leur part d'aléas et les juges étant libérés de tâches répétitives ou moins complexes, le tout au profit d'une justice plus rapide, sûre et efficace. Les progrès de la technologie ne doivent cependant pas masquer des risques pour l'office du juge et l'accès à la justice. D'une part, le risque des logiciels prédictifs est que le juge, sous l'effet d'une surveillance accrue par le traitement massif des décisions de justice, perde sa liberté d'appréciation et son indépendance et préfère se ranger par sécurité à l'opinion dominante ou majoritaire de ses pairs. Or, le propre de la justice est que chaque affaire soit examinée pour ce qu'elle est
avec sa part d'originalité et d'irréductible complexité, qui ne saurait être systématisée par un logiciel aussi puissant soit-il. Même dans un contentieux de masse ou très répétitif, l'expérience et la capacité des juges sont essentielles. Or, les algorithmes sont programmés pour réaliser des tâches ciblées à partir d'un large vivier de données. Ils ne le sont pas pour répondre à des questions ouvertes, ni pour définir de leur propre initiative les questions juridiques qui se posent, au moins indirectement ou par rebond. Ce que le juge comprend de la hiérarchie des normes et des relations entre les ordres juridiques nationaux et européens, un algorithme ne peut en l'état le saisir. C'est pourquoi le juge doit rester maître de la question posée autant que de l'interprétation du résultat donné par les algorithmes et des conséquences à en tirer. D'autre part, si la prévisibilité du droit est nécessaire, elle ne doit pas figer la jurisprudence. Parce que les avocats sauront plus sûrement demain quels sont les moyens fondés ou pas, et parce que les juges pourraient être dissuadés de s'écarter de la tendance majoritaire des décisions de justice, les résultats produits par les algorithmes risquent d'être répétés et amplifiés, et toute décision atypique, même justifiée, risquera de paraître inacceptable si elle n'est pas doublement motivée. Les algorithmes risquent ainsi de cristalliser la jurisprudence, alors que celle-ci doit au contraire accompagner les évolutions législatives, mais aussi économiques et sociales. En outre, les algorithmes couplés avec l'open data risquent de conférer une force excessive à des solutions majoritaires, mais pas forcément pertinentes. Le nombre est une chose, la justice en est une autre. Lorsqu'on sait le rôle que la jurisprudence administrative, on a fait référence à la Ferrière et à René Cassin, a joué dans l'élaboration et l'adaptation du droit administratif, on frémit à l'idée que des algorithmes puissent brider la liberté du juge et l'on en vient à s'interroger sur leur pertinence même. Enfin, s'il est vrai que la prescience des algorithmes prédictifs pourrait permettre d'éviter une longue et coûteuse procédure dans un litige dont la part d'aléa paraît réduite, l'accès aux juges et les principes du procès équitable doivent rester la règle. Le recours au règlement alternatif des litiges doit être encouragé lorsqu'il est possible, mais il ne saurait faire obstacle au procès. L'open data et la justice prédictive promettent des progrès dont nous devons nous saisir, mais dans le respect des principes fondamentaux de la justice. Quelques principes directeurs devraient guider notre réflexion et notre action sur ce sujet qui s'impose à nous et que nous ne saurions éluder. Premier principe, les juges doivent conserver leur liberté d'appréciation et leur indépendance. Le développement des algorithmes prédictifs ne doit pas aboutir à ce que l'intelligence artificielle se substitue à terme à l'analyse juridique et au raisonnement personnel du juge. Ce dernier doit continuer à exercer ses fonctions en toute indépendance, en appliquant aux litiges dont il est saisi les textes et la jurisprudence pertinents. Il doit le faire en considération des faits et circonstances propres à chaque affaire, dans le cadre d'un débat qui doit, même en visioconférence ou en mode virtuel, ce qui est possible, rester public et contradictoire, et qui pourra d'ailleurs être plus aisément accessible et archivé, s'il est justement virtuel, ce débat. Si dans un souci de sécurité juridique, il faut éviter la méconnaissance ou les revirements aléatoires de la jurisprudence, l'analyse statistique et algorithmique ne saurait être un prétexte à des comportements mimétiques irréfléchis. L'intelligence artificielle et l'intelligence humaine doivent se combiner et se renforcer mutuellement, la première ne pouvant prétendre remplacer l'autre, comme le souligne d'ailleurs M. Cédric Villani, qui, à la différence de l'auteur de ces propos, a obtenu, lui, la médaille Fields. L'adossement à l'intelligence humaine est d'autant plus essentiel que le taux actuel de succès des algorithmes prédictifs
en droit ne semble pas, en l'état, excéder 70% au maximum, ce qui n'est pas si élevé et ne saurait fonder des certitudes. Le risque, en tout cas, de fonder des décisions sur des algorithmes est à ce stade limité. L'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 interdisant explicitement de se fonder sur des traitements automatisés pour établir le profil d'une personne ou rendre une décision. Le juge peut toutefois dès maintenant prendre appui sur des statistiques pour étayer et légitimer un raisonnement juridique fondé sur d'autres bases. Deuxième principe, l'utilisation des algorithmes doit être fondée sur les principes de neutralité et de transparence. La neutralité des algorithmes ne saurait être présumée. Chaque jour qui passe nous révèle au contraire les préjugés dont ils sont porteurs. Il a ainsi été démontré que les algorithmes utilisés pour calculer le risque de récidive des prévenus reproduisent les biais et préjugés sociaux de leurs concepteurs. Les résultats proposés par les logiciels prédictifs ne se contentent pas de fournir une information désincarnée. Ils agissent comme un signal, celui d'une tendance ou d'une interprétation majoritaire qui a ensuite vocation à influencer le processus décisionnel. Il faut être lucide sur le fait que le recours aux algorithmes risque d'être performatif ou autoréalisateur, voire même, dans certains cas, perturbateur. On le voit notamment en économie, sur le fonctionnement des marchés, et notamment des marchés de taux et d'actions, depuis le début du mois de février de cette année. Il en résulte que la méthodologie retenue dans le traitement des données doit être explicite et transparente pour que les utilisateurs puissent comparer et discuter des résultats et obtenir des explications sur les différences, voire les erreurs ou les biais qu'ils pourraient constater. En particulier, il est essentiel que le juge et les parties puissent débattre du contenu et des résultats des algorithmes, ce qui suggère des rédactions et plus encore ceux qui proposent des solutions pour être en mesure de ne pas subir passivement leurs résultats le cas échéant. Troisième principe, pour que les juges et les avocats puissent continuer à se repérer dans des informations même exhaustives et interactives, il est nécessaire de conserver une certaine hiérarchisation de la jurisprudence. L'open data a tendance à araser toute différence entre les niveaux de décision de justice, à remettre en cause toute hiérarchie entre les différentes formations de jugement. Tout serait égal et tout se vaudrait. Or, les arrêts des formations supérieures viennent poser, dans une navigation juridictionnelle parfois périlleuse, des phares et des balises, aidant au repérage que la multitude des décisions d'espèce ne doit pas masquer. Il est donc important de maintenir une véritable hiérarchie des décisions en fonction des formations de jugement, si possible en première instance, mais aussi en appel et au sein des juridictions suprêmes. Cet aspect demeure essentiel. La justice prédictive arrive à grands pas, sans être encore, il faut le reconnaître, pleinement opérationnelle et sûre. Mais les choses pourraient vite changer. C'est donc maintenant qu'il faut réfléchir aux chances et aux risques qu'elle comporte, comme aux conditions impératives de son développement. Celui-ci est déjà en cours avec les legal tech et il ne saurait être regardé a priori comme une régression indéfendable. Nous devons accepter cette réalité, se saisir de ces opportunités, tout en sachant faire preuve d'une grande vigilance sur les principes d'une justice indépendante, impartiale, transparente, humaine et équilibrée, qui se garde de tout automatisme et de tout psittacisme et qui ne soit pas dépendante de modèles économiques ou de plans d'affaires respectables, mais ni désintéressés ni neutres. Il nous faut aussi, à l'occasion du développement de la justice prédictive, nous interroger sur l'étendue du périmètre du service public de la justice en amont de la saisine du juge et en aval de sa décision, comme l'a fait le rapport de l'Institut Montaigne à l'automne dernier.
Et nous devons aussi nous interroger en passant sur le mode de gestion de ce service public additionnel. En faisant progresser la réflexion sur ces sujets, qui donnent quelque peu le vertige, les juges et les juristes pourront éclairer la prise de décision publique pour que les évolutions en cours soient maîtrisées et que les juges comme les parties en litige puissent s'en servir sans y être asservis. Au contraire, si nous pratiquons la politique de l'autruche, ces évolutions se feront sans nous et le résultat pourrait bien plus que nous déplaire, il pourrait mettre notre justice en péril. C'est pourquoi ce colloque est une excellente opportunité pour dresser des constats, esquisser des diagnostics et proposer des orientations, des remèdes ou des limites. Je remercie vivement l'Ordre des avocats au Conseil d'État et la Cour de cassation et son président, maître Louis Borret, d'en avoir pris l'heureuse initiative, comme je remercie la Cour de cassation d'avoir bien voulu accueillir ce colloque. Je vous remercie. Bien, mesdames et messieurs, ce colloque qui marque votre entrée en fonction selon la tradition de l'Ordre, Monsieur le Président, s'inscrit aussi dans la célébration de son bicentenaire, vous nous le rappeliez. Votre Ordre a réuni en effet, en 1817, celui des avocats au Conseil du Roi et le Collège des avocats à la Cour de cassation. Ce collège de la Cour de cassation avait lui-même été créé en 1799 à la demande précisément du tribunal de cassation, tant il lui apparaissait que sa mission ne pouvait s'exercer dans sa plénitude qu'en s'appuyant sur le concours d'une corporation d'avocats spécialisés. Le tribunal de cassation ne se trompait pas sur sa démarche, puisque nous continuons de vérifier jour après jour que votre ordre est inséparable de l'objectif d'excellence qui est fixé à une cour supérieure. C'est une belle rencontre historique que celle du texte bicentenaire qui régit l'ordre, avec la révolution avant-gardiste à laquelle nous convie la justice prédictive. Je vous remercie de m'avoir invité à introduire cette journée d'études sur ce sujet qui intéresse particulièrement la Cour de cassation. Le 7 octobre 2016, la loi pour une république numérique était promulguée en ces termes. Les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées. La semaine suivante, le 14 octobre 2016, un colloque consacré à l'open data se tenait ici même, dans la grande chambre de la Cour. Le libre accès aux décisions de justice rendues encourage le développement de moteurs de recherche capables de déterminer les tendances de la jurisprudence en formation et de prédire ainsi les décisions à venir. On parle de justice prédictive pour cette raison. On ne peut prévoir que des répétitions. Et comprendre, c'est dégager quelque chose qui se répète, écrivait déjà Saint-Exupéry dans ses carnets de manière prémonitoire pour notre sujet. De nombreuses sociétés privées mettent les nouvelles technologies au service du droit et s'inscrivent ainsi dans un marché qui est en plein essor. Des expérimentations ont déjà été menées avec des cours d'appel, comme celle de Rennes et de Douai, ou le barreau de Lille. Pendant ce temps, le service public se cherche en vue de fixer des règles permettant de réguler ce marché
qui, comme tous les marchés libres, peut s'orienter dans toutes les directions et offrir toutes sortes de résultats. Pour cette raison, il est important que l'autorité judiciaire organise elle-même l'alimentation des bases de données issues de son activité et donc la diffusion des décisions de justice. Il convient en effet de veiller par-dessus tout à la protection des droits des personnes que ces décisions concernent, conformément aux textes européens et internes, ainsi qu'aux recommandations des institutions chargées d'en faire application. Cela suppose, en particulier, une anonymisation suffisante des décisions accessibles à tous par l'Internet. Cela implique en outre que le maintien de flux intègres permettant l'identification des personnes ne soit envisagé qu'avec des tiers de confiance, suivant un cahier des charges précis et en instaurant un mécanisme de contrôle adapté. La gestion centralisée des bases de données apparaît ainsi comme une garantie indispensable. La Cour de cassation offre l'expertise et la technicité requises selon la mission d'étude sur l'open data des décisions de justice présidée par le professeur Loïc Cadiet. Rendu public le 9 janvier dernier, son rapport recommande en effet, je cite, de confier aux juridictions suprêmes le pilotage des dispositifs de collecte automatisée des décisions de leur ordre de juridiction respectif, y compris les tribunaux de commerce pour l'ordre judiciaire et la gestion des bases de données ainsi constituées. En effet, les arrêts et les jugements de toutes les juridictions, sans exception, sont le fruit du service public de la justice et ne sauraient faire l'objet d'une appropriation privée aux fins de conclure des conventions d'exploitation. Rappelons que la Cour de cassation gère déjà les bases de données Jurinet et Jurica, regroupant respectivement les décisions de la Cour de cassation et les décisions civiles des cours d'appel. Elle s'est dotée récemment d'un logiciel qui lui permet d'anonymiser les décisions de la base Jurinet avant de les transmettre à la Direction de l'information légale et administrative, la DILA, qui en assure la mise en ligne à disposition du public sur le site Légifrance. Ce traitement informatique a vocation à être étendu aux décisions de la base Jurica, avec pour ambition de l'appliquer à terme à l'ensemble des décisions accessibles des juridictions judiciaires et de les diffuser sur un site spécialement dédié. La gestion depuis de nombreuses années de flux différenciés par voie d'abonnement ou de convention de recherche confère à la Cour de cassation un savoir-faire en matière de contrôle des flux intègres qui ne demande qu'à être mobilisés à plus grande échelle. Enfin, les relations étroites qu'entretient la Cour de cassation avec les cours d'appel, notamment pour la centralisation de la collecte des décisions et l'harmonisation de la jurisprudence, lui confère l'autorité pour fédérer le mouvement de normalisation formelle des décisions en vue d'en faciliter le traitement. Comme le recommande là encore la commission Cadiet, il convient, je cite, de développer sur le site Internet de la Cour de cassation un canal de diffusion
de la jurisprudence de l'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire, assurant la mise en valeur de celle-ci. » Fin de citation. Il y a là une évolution d'envergure que la Cour a le devoir de se mettre en situation de piloter. En effet, les perspectives ouvertes par l'open data judiciaire sont immenses. Et il ne faut pas en éprouver le vertige, mais au contraire les aborder avec volontarisme et confiance en nous-mêmes et notre capacité d'adaptation. Le plan de votre colloque en témoigne. L'incidence de la justice prédictive est double, elle porte à la fois sur l'accès au juge et sur son office. L'accès au juge renvoie au choix de la voie contentieuse, et ce choix incombe à l'avocat. Au-delà du juge, sujet central des deux tables rondes, les avocats sont en effet directement concernés par la justice prédictive. L'analyse des décisions de justice dans les conditions que permettra l'open data, conditions évolutives selon les progrès de la technique, bien entendu, n'ouvre-t-elle pas la voie à une plus grande rationalité des stratégies judiciaires offertes aux parties? Mieux informées sur l'issue possible d'une action en justice, elles seront incitées à suivre, dans de nombreux contentieux répétitifs, la voie de la solution amiable. Le rôle de conseil, mais également de médiateur de l'avocat, sera en tout premier lieu directement concerné. La saisine d'une juridiction, se trouvant ainsi réservée à la recherche des solutions les plus incertaines, le rôle des premiers juges est appelé à se recentrer sur les litiges imposant un recours à l'autorité publique. Pour ne pas retarder l'émergence de ces solutions, il sera important alors que tous les termes d'un litige déjà passé au tamis des algorithmes soient fixés dès la première instance. L'appel étant lui-même destiné à offrir la garantie d'un second regard complet sur un procès lié dès le premier échange des écritures. Ce contrôle des cours d'appel, consacrant ainsi un second degré de juridiction plein et effectif, permettra, quant à lui, de rendre à la Cour de cassation son véritable rôle d'unification et de création de la norme appelée à compléter la loi. L'open data fera ainsi évoluer, n'en doutons pas, l'office du juge, en permettant aux magistrats de confronter leurs analyses. Ils inscriront leurs décisions dans une collégialité élargie. Le recul de la solitude du juge qui accompagnera ce mouvement favorisera la cohérence des décisions judiciaires et leur prévisibilité. On le voit, open data et évolution des procédures, des métiers, des comportements et des cultures sont étroitement liés. C'est pour toutes ces raisons que je me réjouis de l'organisation de cette journée de réflexion. Et je suis particulièrement heureux qu'elle résulte d'une initiative de l'Ordre des avocats au Conseil, premiers auxiliaires des juridictions supérieures, et appelés à ce titre à jouer un rôle central dans les évolutions attendues, ainsi que de l'université, qui est quant à elle le premier observateur et le premier commentateur de l'activité de la justice. Vos débats d'aujourd'hui seront nécessairement pour nous un apport très précieux et je leur souhaite une pleine réussite. Merci de votre attention.
Monsieur le Président de l'Ordre, Maître Louis Boré, Monsieur le Vice-président du Conseil d'État, Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis en colloque aujourd'hui pour fêter un anniversaire, celui du bicentenaire de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, plus exactement celui décalé du bicentenaire de l'ordonnance royale du 10 septembre 1817, dont l'article 1er disposait, et dispose encore, je cite, « l'Ordre des avocats en nos conseils et le Collège des avocats à la Cour de cassation sont réunis sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil du Roi, au Conseil d'État et à la Cour de cassation. » Depuis 2 siècles, donc, ces polytechniciens du droit œuvrent tantôt au Palais Royal, tantôt sur l'île de la Cité, participent pleinement à l'élaboration de notre jurisprudence, tant administrative que judiciaire, sans omettre leur contribution, certes plus partagée, à la jurisprudence constitutionnelle et à la jurisprudence européenne. Depuis ses origines, l'Ordre a toujours activement participé à la vie juridique et judiciaire de notre pays, ainsi qu'aux grandes causes du droit, et a comporté parmi ses membres des personnalités éminentes telles que Désiré Dalloz, au milieu du XIXe siècle, de 1823 à 1838, je crois. Je n'aurais, en pensant aux colloques qui se sont tenus dans ces lieux, oublié Adolphe Gatine, qui, avec le procureur général Dupin-Lenné, a été le pourfendeur du Code noir, tel qu'appliqué par les juridictions coloniales. Je n'aurais non plus soin d'oublier Henri Mornard, demandeur à l'annulation de la décision du Conseil de guerre condamnant le capitaine Dreyfus, mais beaucoup d'autres mériteraient leur place à cet instant précis dans ce propos. Rompu à la distinction du fait et du droit, spécialiste de cette technique si subtile qu'est la technique de cassation, les avocats au Conseil, selon cette dénomination abrégée, rappelant leurs origines d'Ancien Régime, sont ces auxiliaires de justice qui permettent à nos juridictions supérieures ou suprêmes de remplir leur mission capitale d'éclaireurs et, si vous me permettez l'expression, de décodeurs du droit. Quel meilleur thème de réflexion lorsqu'on fête ces 200 ans que de se pencher sur la justice du XXIe siècle, ce siècle que l'on dit numérique. Ce colloque est donc consacré à un thème majeur de la pensée juridique contemporaine, celui de la justice prédictive. La justice prédictive, version moderne de la boule de cristal, selon l'expression du professeur Rouvière, consiste à prévoir, nous le savons, la solution donnée à un litige à partir de moyens informatiques. Loin d'être nouvelle, l'idée même de justice prédictive était, ainsi que le rappelle le professeur Bruno Dandérot, déjà en germe dans les travaux du mathématicien Siméon Denis Poisson, publiés en 1837 et portant sur la probabilité des jugements. Toutefois, l'analyse probabiliste et statistique des décisions de justice a pris une dimension nouvelle à l'ère de la révolution numérique ou, selon l'expression française, du big data judiciaire. Mais je souhaiterais m'arrêter un instant sur le syntagme de justice prédictive, duquel découle souvent en français le concept de prédiction, qui me paraît indûment relevé du prophétique, alors que le verbe to predict, en anglais, signifie certes prédire, mais aussi prévoir. Et l'adjectif predictable se traduit bien quant à lui en français par ce qui est, sans surprise,
ou prévisible. Cela enlève sans doute un peu de magie à l'expression, mais nous rattache bien à une démarche scientifique du prévisionniste plutôt qu'à celle du gourou. Car il est incontestable que les évolutions récentes de notre monde numérique devraient demain favoriser le développement des techniques de prévision et de probabilité des décisions de justice dans telle ou telle situation particulière. Bien évidemment, l'ouverture des données jurisprudentielles dans le cadre du mouvement initié par la loi du 7 octobre 2016, dite de l'open data, que nos amis québécois nomment vertueusement les données ouvertes, et l'émergence de nouveaux opérateurs économiques que sont les start-up juridiques, aussi appelés legal tech, en sont les précurseurs concrets. Ces nouveaux opérateurs proposent en effet d'ores et déjà aux professionnels du droit des logiciels permettant, après analyse des données légales et jurisprudentielles, de déterminer la solution probable d'un litige en fonction des termes employés dans les jugements ou dans les écritures des parties. Ajoutons qu'à titre expérimental, et vous y avez fait référence, Monsieur le Premier Président, et en lien avec la chancellerie, les cours d'appel de Rennes et de Douai ont testé l'année dernière en matière civile le logiciel édité par la société Predictis, ça ne s'invente pas, qui se dit être en mesure de prévoir une décision judiciaire par le traitement algorithmique préalable de l'ensemble de la jurisprudence. La justice prédictive permettrait ainsi de développer des stratégies juridiques et judiciaires efficaces, de déterminer même la durée probable d'une procédure ou le montant moyen d'une indemnisation, voire inciterait à éviter le recours au juge en privilégiant les modes alternatifs, cela a été dit, de règlement des litiges dont l'issue serait, sans surprise, prévisible. Pour reprendre les termes d'Antoine Garapon dans un article récent, la justice prédictive est une révolution cognitive porteuse d'un savoir non juridique et remettant en cause les formes actuelles de la justice, du droit et de sa pratique. Elle rêverait secrètement d'un monde où, je le cite, les rapports sociaux ne seraient plus mis en forme par la politique et le droit, mais par la technique elle-même, fin de citation, portant ainsi une sorte de fantasme de la précision arithmétique de la solution et de la fin de l'aléa judiciaire qui laisserait place à une sorte de ius ex machina. Toutefois, si la justice prédictive peut répondre à une demande sociale liée à un désir de prévisibilité de la décision de justice et par là même à la confiance accrue dans l'institution judiciaire, au sens large, elle ignore cependant la dimension humaine, cela a été dit, souvent irréductible à la froideur de l'équation arithmétique. Ainsi nous est offerte aujourd'hui, grâce à ce colloque, l'opportunité de cerner ce que peut être l'influence de la justice prédictive sur l'accès au juge et à son office. C'est le thème des tables rondes. Mais la perspective de préjugement informatique pour la justice, n'est-elle pas, mais la perspective de préjugement informatique n'est-elle pas la négation même de l'idée de justice, Ou plus exactement, n'y a-t-il pas un champ pour la justice prédictive et un domaine où elle ne pourra pas se substituer au juge? Car en effet, il est de nombreuses situations soumises à la justice qui sont irréductibles à la soumission à ce qu'ont décidé majoritairement d'autres juges dans des litiges similaires. Plane alors sur notre justice
l'ombre menaçante d'un juge automate, transformé en administrateur bionique, en d'autres termes, programmé et appliquant une solution unique à l'aune du roman dystopique d'Orwell, 1984. Mais ne réinventons pas les terreurs de l'an 1000, car c'est plutôt dans une complémentarité du rôle traditionnel du magistrat et de l'apport d'une approche algorithmée du droit qu'il faut sans doute s'inscrire. Nombre de litiges ne mobilisent pas nécessairement la science et le savoir-faire du juge, tout en requérant une partie non négligeable de son temps. À l'inverse, il est des contentieux et des situations qui, en l'état actuel des connaissances, ne peuvent se résoudre par la seule loi mathématique, fût-elle des plus sophistiquées. Par ailleurs, la justice ne peut être prédictive que par l'analyse de décisions passées offrant la probabilité d'une solution donnée. Autant dire que, paradoxalement, cette justice du futur est éminemment conservatrice. Il reviendra dès lors toujours au juge de déterminer la portée d'une norme nouvelle, voire de connaître d'une situation atypique ou de constater l'obsolescence d'une jurisprudence bien établie qui ne serait plus conforme à la société qui l'entoure ou conviendrait à des principes dégagés par des jurisprudences récentes de nos cours européennes. Le droit, nous disait Jean Giraudoux, est la plus puissante des écoles de l'imagination. N'est-il pas plus belle définition à l'heure d'une informatisation de la pensée du droit, proche d'un scientisme qui n'aurait sans doute pas déplu à Auguste Comte. Si l'imaginaire du juriste est aujourd'hui confronté à l'imagination portée par la justice prédictive et aux incertitudes que son émergence suscite, nous devons cependant nous garder de toute vision alarmante et ne pas jouer la carte de la justice prédictive contre celle de la justice traditionnelle. Manifestation de l'immixtion de l'intelligence artificielle dans le droit, la justice prédictive occupera demain, n'en doutons pas, la place que la communauté des juristes voudra bien lui concéder. Il va de l'ordre de notre responsabilité collective, et c'est à mon sens l'un des enjeux majeurs de ce colloque, de nous dire les chemins qu'il faut parcourir à cet égard. Je vous remercie.